Ok. Bon, voici ça. C'est pas trop grave. Hop. Lancer en VR. Je sais plus ce que c'est. D'accord. Loading. Welcome to tutorial recently teach how to use your application. You prefer to change your langage before beginning. Please click the setting button on the left corner and then click on change langage. Changer de langage. Attends. Bouton. Bouton. Euh, il me dit pas vraiment lequel. Je pèse ces boutons. Attends. Change langage before beginning. Please click the setting button on the left corner. Click on change langage to select le langage. You can't avoir 360 degrés sense. Oups. But turning your head de toutes les directions. Ça, c'est normal. Begin, please. Map button to the right corner. Classing, bon, il y a un bouton qui est censé être utilisé pour changer. Configuration du contrôleur. C'est pas tout à fait ça que je voulais. Dans audio. Vidéo. Non. Je sais pas quel bouton tu veux que je pèse. Oh, peut-être comme ça. Ah! J'avais pas compris. Langage. Bon, on finit bien par comprendre. French. Ok, là, on va voir. En apprenant à utiliser notre application. Si vous préférez changer de langue avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton de configuration dans le coin supérieur gauche. Ben, je savais que c'était à gauche, mais je comprenais pas que c'était, je comprenais pas que c'était là-dessus. Mais c'est pas grave. Et puis, changer la langue pour sélectionner une nouvelle langue. Vous pouvez regarder la scène à 360 degrés en touchant la tête dans n'importe quelle direction. Pour commencer, veuillez cliquer sur le bouton de la carte dans le coin supérieur droit. Bon, d'accord. Bon, mais avant tout, bonjour tout le monde. J'ai essayé de jouer à plusieurs jeux et ça n'a pas fonctionné. Et là, je vais juste, avant de commencer, regarder un tout petit peu aux alentours parce que j'aime ça. Je suis au-dessus. Wow. OK. Bon, ben, maintenant on commence. Attends, je serais peut-être mieux de commencer dans la direction où j'étais au départ. Allez. Ici, nous voyons le panneau de la carte. Le panneau de la carte est utile pour sélectionner un nœud. Certaines applications peuvent avoir plusieurs pages de nœuds sur l'écran de la carte. On peut voir en cliquant sur les flèches de gauche, de droite et dessous. Allez-y en sélectionnant les nœuds. Un nœud maintenant. Un nœud. Jupiter. Ah, OK. On ne bouge pas de là, on dirait. C'est une idée intéressante pour visiter un musée. Vous remarquerez que nous avons téléporté vers le nœud sélectionné. Appuyez sur Play pour écouter l'audio. Vous pouvez avancer ou reculer rapidement dans l'audio en utilisant le glisseur audio, oh, comme dans n'importe quel endroit. Lorsqu'il est possible, vous pouvez cliquer sur les encoches blanches. Où est-ce que tu vois des encoches, toi, sur le truc? En tout cas, on va voir ça plus tard. Les encoches blanches du glisseur audio. Vous pouvez passer sous sujet suivant. L'image sur la tablette. Oh, il parle peut-être des flèches. L'image sur la tablette est un aperçu de la thématique d'un nœud et du commentaire audio. Pour agrandir ou modifier l'image, cliquez au centre de l'image, comme ça. Si elle est disponible, vous pouvez voir d'autres photos en cliquant sur le côté de celle-ci. Lorsque vous êtes prêt à continuer, veuillez cliquer sur le bouton en bas à droite.
Je peux peser ici? Jupiter est l'équivalent de Zeus, le dieu grec. Il est représenté comme un homme d'âge mûr, chevelu et barbu. Ouais, Ses symboles sont le foudre et l'aigle, qui représentent sa domination sur les airs. d'accord. Bon, ça a bien marché. Quelques dernières informations. 1. Sur certains nœuds de l'application principale, vous verrez un bouton avec des flèches à droite du glisseur audio. En cliquant sur ce bouton, vous activez la fonction distorsion temporelle. Oh, ce qui permet de passer des paramètres actuels à des paramètres ultérieurs du site. Vous pouvez cliquer sur le bouton configuration dans le coin supérieur gauche et afficher plus d'informations telles que les références ou pour quitter l'application. Veuillez noter que vous pouvez nous écrire à toute question, commentaire à l'adresse contact et je le dirai pas, c'est pas important. Vous êtes prêts? Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commencer, on passe maintenant à la vraie. Oh, Bienvenue à Baalbek, Héliopolis antique. je vois les accroches Une maintenant. vue à vol d'oiseau nous donne un premier aperçu de Baalbek et de son arrière-pays. Nous survolons la fertile vallée de la Bekaa qui s'étend sur 120 km entre les deux chaînes de montagnes du Liban et de l'Anti-Liban. En dessous, nous voyons la ville de Baalbek, un endroit habité depuis plus de 10 000 ans. À l'époque romaine, elle portait le nom d'Héliopolis, la cité du soleil. Alors que Baalbek compte aujourd'hui près de 100 000 habitants, elle était beaucoup plus petite dans l'Antiquité romaine. Le point de repère le plus célèbre de l'ancienne Héliopolis était le grand sanctuaire de Jupiter, qui était ici appelé, comme il se devait, Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus, c'est-à-dire Jupiter héliopolitain, le meilleur et le plus grand. Le complexe appartient à une série de constructions romaines dont les vestiges sont dispersés un peu partout dans la ville. Baalbek se trouve au bord de la vallée de la Bekaa, à l'endroit où elle atteint sa plus grande hauteur et où se trouve son bassin versant. À proximité se trouvent les sources de deux fleuves, le Litani, qui s'appelait Léontes dans l'Antiquité et qui coule vers le sud, et le Hassi, ou l'Orontes, qui atteint une taille considérable plus loin au nord de la Syrie. La vallée de la Bekaa a toujours été très fertile, et les deux rivières sont responsables de cette fertilité. Le nom de Baalbek signifie en fait « seigneur de la source ». L'eau, comme garantie de fertilité, était donc étroitement liée à la ville et certainement une raison pour la construction du sanctuaire. Ce complexe impressionnant a suffi à lui seul à mettre Héliopolis sur la carte. Sans lui, Baalbek aurait probablement été et serait resté une petite ville insignifiante. Mais le sanctuaire était plus que le centre d'Héliopolis. Long de plus de 300 mètres, il est l'un des plus imposants complexes d'architecture antique, non seulement au Moyen-Orient, mais dans tout l'Empire romain. Le sanctuaire de Jupiter, dont l'énorme temple est encore debout avec 6 colonnes, est entouré d'autres structures. Parmi celles-ci, le temple de Bacchus, l'un des mieux conservés du monde antique, un temple circulaire beaucoup plus petit, et, à proximité, un petit temple de plan rectangulaire. Nous visiterons tous ces lieux sacrés au cours de cette visite. Outre ces temples et d'autres encore, nous connaissons des rues à colonnes, un bain thermal, un théâtre, une grande salle de banquet et bien d'autres. Nous en savons beaucoup moins sur les bâtiments résidentiels de la ville romaine jusqu'à présent. D'accord. Oh, on change de place? Nous regardons le sanctuaire depuis l'ouest. Cela signifie que nous le voyons de l'arrière en regardant non seulement dans la direction du soleil levant, mais aussi dans la direction de l'une des sources qui sont si importantes pour Baalbek. Le soleil et l'eau sont synonymes de fertilité, et c'est ce qui a constitué la base du culte de Jupiter d'Héliopolis. Regardez ce temple. 54 colonnes, chacune d'une hauteur de près de 20 mètres, soutiennent le toit du temple, 10 à l'avant, de même qu'à l'arrière, et 19 sur chacun des longs côtés. Sa caractéristique la plus reconnaissable vue d'ici est le fameux trilithon, des pierres gigantesques extraites localement pour construire le podium du temple. Vous pouvez en savoir plus sur le trilithon à l'arrêt numéro 39 de la visite. Le matériau de construction choisi ici était la pierre calcaire extraite des carrières de la région. Ce n'est qu'à l'époque romaine que ces carrières ont été exploitées à grande échelle. Il est probable que les pierres ont été livrées depuis cette direction, stockées temporairement et préparées pour le remblayage. Peut-être les ateliers du forgeron ou d'autres fournisseurs étaient-ils également situés ici. À droite du grand temple de Jupiter se trouve le petit temple. Ouais. Ne vous laissez pas tromper par le nom, il est plus grand que beaucoup d'autres temples romains ailleurs. Il n'y a qu'à Baalbek qu'il peut être considéré comme le petit temple.
Il n'est pas certain à quel dieu il a été dédié. Certaines indications évoquent Bacchus, aussi nommé Liber Pater par les Romains. Le plus que l'on puisse dire avec certitude, c'est qu'il est au moins 100 ans plus jeune que son grand voisin. Nous examinerons de plus près les deux temples lors d'autres arrêts au cours de cette visite. D'accord. Pour commencer votre visite, veuillez cliquer sur l'icône de la carte dans la partie supérieure droite de votre tablette virtuelle. Cela ouvrira une carte. Vous êtes libre de cliquer sur n'importe quel cercle bleu de la carte et vous serez téléporté pour voir l'élément que vous avez sélectionné. Allons nous poser devant le sanctuaire afin de pouvoir l'explorer. D'accord. J'ai dû explorer. Ah, j'ai pas eu besoin de peser dessus. D'accord. Une visite guidée, pourquoi pas? Voyons voir. Le 1. Tant qu'à faire. Oh! Oh, oui, on pourrait peut-être mettre le petit texte, même si c'est pas le plus important. Bienvenue à Baalbek, ou plutôt à Héliopolis, comme cette dernière était Héliopolis. appelée à l'époque grecque et romaine. Avec son sanctuaire de Jupiter, cette cité a abrité l'un des plus magnifiques temples de tout l'Empire romain. Nous sommes entrés dans la ville et nous voilà arrivés en son cœur. Ici, au centre d'Héliopolis, nous nous trouvons devant le grand sanctuaire de Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus. Cela signifie Jupiter héliopolitain, le meilleur et le plus grand. Le titre est une allusion au dieu qui présidait au sommet de la colline du Capitole au cœur de la capitale impériale à Rome. Là-bas, on l'appelait simplement Jupiter le meilleur et le plus grand. Imaginons que c'est l'an 215 de notre ère. La place, pavée de dalles de pierre, est entourée côté ville d'un mur semi-circulaire. Désolé. Ça marche ou pas? La place, Ah, pavée de dalles de pierre, je voulais est voir. entourée côté ville d'un mur semi-circulaire Ah, qui ouais, s'ouvre vers hypothétique, l'entrée c'est du quand même. sanctuaire, la majestueuse halle surélevée des propylées. Nous sommes familiers avec de telles structures provenant d'autres sites antiques, comme Gerasa et son temple d'Artémis avec la cour en face. Ces lieux semi-ouverts servaient d'espace de rassemblement et de lieux où l'on pouvait s'asseoir pour assister à un spectacle. Ici aussi, des marches profondes serrent le mur semi-circulaire où les gens pouvaient s'asseoir et regarder ce qui se passait sur la place. Ils levaient les yeux vers le sanctuaire comme s'ils étaient assis dans un théâtre dont le hall d'entrée se dressait devant eux comme un grand décor de scène. Au milieu de la place se trouvaient plusieurs grandes structures dont nous ne voyons plus que quelques traces aujourd'hui. Parmi les caractéristiques de ces structures figuraient autrefois des autels élevés en forme de tours, des statues sur de hauts piédestaux, des fontaines et d'autres installations hydrauliques. Des routes importantes traversaient autrefois le parvis semi-circulaire du sanctuaire de Jupiter. Ici, nous pouvons imaginer un spectacle quotidien animé comme sur une scène avec le grand sanctuaire en toile de fond. Avant même que nous entrions réellement dans le sanctuaire, les premières questions se posent. Qui se trouvait ici? Que faisait-il? Y avait-il des rites de culte dans ce lieu? Est-ce là que les fidèles se préparaient à entrer dans le sanctuaire en question? Les chercheurs sur l'Antiquité possèdent une curiosité sans limite. Ah, Nous bien. découvrons, nous observons, nous posons des questions, nous essayons d'expliquer et de poser encore plus de questions. Nous nous concentrons et découvrons de nouvelles choses. À chaque nouvelle découverte, de nouvelles interrogations surgissent et, en fin de compte, nous construisons notre propre image des temps passés avec, nous l'espérons, des tentatives d'explication encore plus précises. Entrons. Entrons, ok. Ouais, attends une minute. Bon, donc on va au temple. On va à 2. On a pas changé de place, ben. Oh. Pendant la photo, il y a eu des personnes. Oh, pas grave. Bon. Et la reconstruction hypothétique, c'est encore le même? On n'a pas beaucoup déplacé. Bon, puisque ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt, on va le regarder comme ça. Nous nous trouvons maintenant en face des propylées, l'entrée de l'enceinte sacrée du sanctuaire de Jupiter.
Le terme propylaia est issu du grec et désigne généralement les portes monumentales des sanctuaires. Ces dernières représentent d'énormes édifices à part entière, plus grands que de nombreux temples antiques. Mais, ici à Baalbek, ce n'est pourtant que l'entrée. L'escalier monumental ouvert emmène le visiteur à presque 7 mètres au-dessus du niveau du sol. L'escalier est divisé en 3 sections et encadré par de larges limons. Au sommet se trouve un portique avec 12 hautes colonnes. Il s'ouvre à l'est, tandis que le dos est fermé par un mur. Les fûts des colonnes sont en granit rose, apportés depuis plus de 1000 kilomètres des carrières d'Aswan, dans l'extrême sud de l'Égypte. T'appelles Chaque ça fût de rose? colonne est constitué d'une seule pièce de granit. Les bases ainsi que les chapiteaux corinthiens sont réalisés avec la pierre calcaire locale. D'accord. Si vous examinez la reconstruction, vous pouvez voir que certains oui, là, c'est chapiteaux rose. étaient dorés. Cela était fait en l'honneur de l'empereur Caracalla, qui aurait visité Héliopolis en l'an 215 de notre ère. Nous savons que 2 hommes, probablement appartenant à l'entourage immédiat de l'empereur, ont commandé la dorure. Ils se sont immortalisés avec des inscriptions encore conservées aujourd'hui sur des piédestaux situés sous les colonnes. Le portique est encadré par une tour de chaque côté. L'extérieur est décoré de pilastres en saillie qui ressemblent aux colonnes et paraissent continuer le portique à colonnes. Les pièces de monnaie produites à Héliopolis au IIIe siècle de notre ère et représentant les propylées nous permettent d'imaginer facilement ce qui est perdu aujourd'hui. Afin de comprendre ce qui s'est passé ici, revenons au point de vue actuel. D'accord. À l'époque médiévale, les croisés ont régné sur la côte libanaise pendant un certain temps. Pour se protéger contre cette menace, le sanctuaire de Jupiter a été transformé en château fort durant cette époque et son organisation spatiale fut inversée. Les propylées, l'entrée d'origine, est devenue le fond et a probablement été convertie en prison. Le grand escalier a été démoli, la colonnade maçonnée et les éléments décoratifs à l'intérieur supprimés. L'entrée du château se trouvait à l'autre extrémité du complexe. Lorsque les archéologues ont commencé à travailler ici, il y a plus d'1 siècle, ils ont rouvert l'ancienne entrée et celle-ci a été rendue accessible grâce à un escalier plus petit par lequel nous entrons actuellement au sein du sanctuaire. Alors que nous montons maintenant et nous entrons dans le sanctuaire, nous sortons de l'environnement profane pour entrer dans un espace sacré dédié aux dieux. D'accord, on rentre, je veux juste voir à quoi ça ressemble. Avant de commencer, je vais voir à quoi ça ressemble maintenant. C'est hypothétique dans un sens, parce qu'il peut pas savoir vraiment si ça ressemble à ça avec toutes les statues qui n'avaient pas quand ils sont arrivés. Parce qu'on les voit plus. Les statues. Ils n'ont pas l'air d'avoir énormément de place pour les statues, par contre, là-dessus. C'est vrai, il doit avoir enlevé pas mal de pierres pour ça. Bon, on va commencer. Nous nous trouvons maintenant dans le portique à colonnes. Le Ah, j'ai visiteur pas vu le truc antique est enfant arrivé là-bas. ici en montant l'escalier d'entrée que vous pouvez visiter lors de l'arrêt numéro 2 de ce circuit. Un coup d'œil en arrière nous permet de voir le parvis semi-circulaire et les gens qui s'y trouvent, assis ou le traversant, en se rendant au sanctuaire ou à la ville. Mais maintenant, tournons le dos à cette scène, car nous sommes sur le point d'entrer dans l'un des plus magnifiques sanctuaires de l'Antiquité romaine. Un long espace se trouve perpendiculairement à notre chemin, éclairé par la lumière passant entre les colonnes. Devant nous, nous voyons un joli. grand portail avec une énorme porte centrale de Ouais. plus de 10 mètres de haut, ainsi que 2 portes latérales plus petites ornées de moulures. Ok. Le mur dans lequel se trouve ce portail était décoré de 2 rangées d'édicules, l'une au-dessus de l'autre. Le mot latin, édicula, peut se traduire en gros sous le terme de petit temple. Les archéologues l'utilisent comme terme technique pour désigner une niche dans un mur décorée d'une garniture composée de colonnes périphériques et surmontée d'un fronton. D'accord. Nous rencontrerons ce terme à plusieurs reprises lors de notre visite. Lorsque le sanctuaire a été transformé en château fort, au XIe et au début du XIIe siècle, l'escalier monumental ouvert a été démoli et les 2 espaces entre la colonne et le grand portail principal ont été maçonnés
pour créer un espace complètement clos. Si l'on suppose que les prisonniers étaient enfermés ici, on peut imaginer que tous les édicules étaient également coupés pour les empêcher d'escalader les murs et de s'échapper. Ouais, À l'origine, je comprends maintenant le pourquoi il y portique en des avait plus. propylées était l'entrée. Malheureusement, nous ne savons pas si, dans l'Antiquité, les gens ne faisaient que passer ou s'ils s'arrêtaient ici pour participer à des rituels. La possibilité de tels rituels est suggérée par le fait qu'il y a des pièces séparées aux deux extrémités du portique. À l'origine, elles étaient librement accessibles, mais elles ont été fermées à un moment donné durant l'Antiquité tardive. D'accord. Ça, c'est pour le rembobiner, ça me tente pas. Pas du tout. Bon. Et quelle heure? Je sais pas combien de temps ça fait, là, mais s'il y a à peu près 3 minutes à chacun, ça fait déjà 9. Puis il y a eu le truc du début aussi. Ok, là, on est rendu à l'intérieur et ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon. On... Ah, on peut pas voir à quoi ça ressemblait avant. Il y aurait besoin d'un escalier pour monter là-dessus? Ou c'est juste parce que la photo fait agrandir tout? Bon, c'est pas grave. Nous nous trouvons dans l'exèdre nord des propylées, dans un espace séparé par deux piliers du portique à colonnes, mais à l'origine librement accessible. La pièce en question possède une pièce homologue de l'autre côté, ce qui Ouais. signifie qu'il y avait peut-être une paire de corps de garde à gauche et à droite de Ah. l'entrée. Cela Oh, dit, ce n'est ok. pas nécessairement des humains qui montaient la garde ici. On n'est À pas en en juger par passé. d'autres Ok. sanctuaires, il est tout à fait possible que des statues de deux divinités aient protégé l'entrée en ce lieu. D'accord. Les murs de Ah ces oui, c'est ça que pièces je étaient pensais. censés être décorés de deux rangées de petites niches dans lesquelles auraient pu se tenir des figures variées. Ce type de décoration murale se trouve dans tout le sanctuaire. Cependant, les salles des propylées n'ont jamais été achevées. Les murs sont figés en état de construction et les petites colonnes des niches murales n'ont jamais été installées. Pour une raison ou une autre, les constructeurs ont Désolée. renoncé à les terminer et plus tard, mais toujours dans l'Antiquité, ils ont été fermés. Les passages entre les colonnes ont été maçonnés de telle sorte qu'on ne pouvait plus y entrer. Il ne restait D'accord. alors que les fenêtres par lesquelles il était possible de voir l'intérieur des pièces. C'est un peu plate. Bon, on a fini ça. On fait un autre. Peut-être un dernier. Je sais pas. On va voir. Attends. Hop. On est rendu à 5. Ah oui, et play. Bon, là, on est où? Nous nous trouvons maintenant entre les propylées et la cour de l'hôtel. Ah, C'est l'un ok. des bâtiments les plus idiosyncrasiques du sanctuaire en raison de son plan hexagonal, une rareté dans les structures antiques. Hexagonal. La cour, ouverte Oui. d'environ 30 mètres de diamètre, est entourée d'une colonnade avec des colonnes de granit. Derrière elle se trouvent des chambres. La forme hexagonale ne peut être vue que de l'intérieur et seulement si l'on regarde de près. Ouais. Les murs à l'est et à l'ouest sont alignés avec les axes du sanctuaire ainsi qu'avec la colonnade est de la grande cour d'autel, créant ainsi des espaces pour de grands portails. Les murs des côtés nord et sud, en revanche, sont obliques. Ce sont les seuls à ne pas être alignés avec l'organisation strictement rectiligne du sanctuaire. Considérons les qualités spatiales pour mieux comprendre la fonction de la cour hexagonale. D'une part, c'est un passage, Ouais. c'est-à-dire le chemin pour aller des propylées à la cour de l'autel et en revenir. D'autre part, c'est un bâtiment à plan central, avec son propre centre fortement accentué. De tels espaces étaient souvent utilisés pour des réunions. Ici, les 4 salles situées derrière le portique à colonnes s'ouvrent sur le milieu de la cour. Toutes les 4 sont orientées vers le point central de la cour. Une personne se tenant à cet endroit pourrait diriger des événements se produisant dans la cour de manière centralisée ou faire un discours. L'hexagone est probablement une tentative de traduire ces deux exigences, passage et espace de rassemblement, en forme architecturale. La cour offre également quelques particularités. Une porte tripartite mène au propylée et une autre à la cour de l'autel. D'ailleurs, la Avec porte, ces là, portes, la cour hexagonale était la seule partie construite du sanctuaire qui pouvait être complètement fermée. Cela en faisait un espace tourné vers l'intérieur et interrompant également les allées et venues dans le sanctuaire.
Ainsi, au moins temporairement, ce qui se passait dans l'ensemble du sanctuaire pouvait être subordonné à ce qui se passait dans cet espace. Au fait, nous savons, grâce à l'étude des phases de construction du sanctuaire, que la cour hexagonale n'a été insérée que tardivement entre la cour de l'autel et le propylon. Ah. Ah, c'est ça qui ressemble maintenant? Aujourd'hui, l'espace a perdu la plupart de ses éléments décoratifs d'origine en raison de nombreux changements effectués depuis la fin de l'Antiquité. Lorsque, vers la fin du IVe siècle, la pratique chrétienne a remplacé les cultes païens, celui-ci a servi de lieu de rencontre chrétien. Au Moyen Âge, la région est devenue une forteresse, et nous voyons encore, dans deux des exèdres, les vestiges des ouvrages défensifs. Et ce ne sont là que les modifications qui ont été apportées au cours des siècles qui ont suivi la disparition des cultes païens. Nous perdons de vue beaucoup trop facilement la durée réelle de ces périodes. Même le sanctuaire romain n'a pas été planifié au cours du 1er siècle pour être ensuite promptement terminé. En fait, comme tant de grandes cathédrales de l'Europe médiévale, la construction du sanctuaire de Baalbek a pris plusieurs siècles et a été l'œuvre de plusieurs générations. À maintes reprises, il y eut de nouvelles exigences, de nouvelles idées et de nouveaux objectifs. Parfois, des modes différents vinrent changer le projet et Vas-y. Ah, tu veux pas? a été l'œuvre de plusieurs On générations. le sait. À maintes reprises, il y eut de nouvelles exigences, de nouvelles idées et de nouveaux objectifs. Parfois, des modes différents vinrent changer le projet et parfois de nouvelles visions du monde le firent. Qu'est-ce que cela signifie si toute la pratique du culte dans le sanctuaire était subordonnée à ce qui se passe dans un espace de rassemblement? Aucune idée. Ah, il a fini. Bon, je vais pas tout regarder, je voulais juste voir un peu. Bon, il y a un moyen encore, c'était quoi? Le bouton. Faire ça. On peut aller ici. Il y a un autre tournée. Je vais juste voir un petit peu. Ok. Ah, oui. D'accord. Mais là, on va sortir. J'ai pas envie de tout voir. Ça, c'est bien. Il y a un petit oreille. Bon, là, on va quitter, je vais faire autre chose. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je trouve ça long. Hop, menu Steam. Ça va être mieux comme ça. Au moins, ça me donne une idée. C'est un vrai musée que je vais pouvoir le visiter quand je voudrais. Ce qui est bien. Dommage que Aurora, il demande, je pense, des gants spéciaux pour pouvoir y jouer. Ah, je suis triste. Ah, les catacombes n'ont pas voulu fonctionner. Il y avait un autre que je voulais voir. Ah, tiens, celui-là peut-être? Non. Bon, je veux jouer à un vrai jeu. Voyons voir. Hmm.